Alors on va faire une interview en fait sur les triangles de la nuit que tu as sous-titré un phénomène enquête sur un phénomène inquiétant. Oui, Est-ce que tu peux te présenter? oui, donc moi je m'appelle Daniel Robin, j'ai 63 ans, je suis à la retraite là depuis 3 ans. Je travaillais dans le secteur de l'assurance, des Oui, assurances d'accord. de personnes. Et puis en parallèle à mon activité professionnelle, je me suis toujours intéressé à plein de choses. J'ai fait de la peinture, j'ai fait des expositions, j'ai aussi écrit pas mal de livres, des articles, et puis voilà. Bon, alors à la retraite, j'ai pas cessé mes activités. Au contraire, ça a décuplé. J'ai de plus en plus d'activités, donc je m'ennuie pas du tout. Et là, on a créé une société avec Najib qui s'appelle Vertical Project Media. Oui, voilà, oui, oui. Donc c'est une société qui organise des colloques, des conférences, des ateliers, voilà, donc sur la thématique de la conscience. Et puis disons, la philosophie de ce projet est basée sur le manifeste post-matérialiste qui a été Oui, mis au point par Mario de Beauregard et signé par plus de 300 scientifiques, beaucoup de scientifiques anglo-saxons. oui, Et voilà, donc la philosophie de ce projet se situe un peu dans cette démarche qui est un petit peu émergente en France, basée sur une autre vision de la conscience, des possibilités de la conscience, de l'origine de la conscience. Et je m'intéresse beaucoup aussi aux expériences de mort imminente, à la parapsychologie, à la vision à distance, tout ça, voilà. Donc aussi à l'ésotérisme et à la spiritualité. Voilà. tu es venu à t'intéresser aux ovnis en fait depuis longtemps? Alors les ovnis, oui, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse depuis, je vais dire, l'adolescence. Je dirais depuis l'âge de 13-14 ans, bon, j'ai commencé à lire beaucoup de livres. Je crois que j'ai lu tout ce qui a été publié en français dans ce domaine. Ça m'a toujours très intéressé. J'ai moi-même été témoin de ce phénomène à plusieurs reprises. À plusieurs reprises? Ouais, alors ça serait peut-être long de tout expliquer aujourd'hui, mais voilà, bon, pour moi, c'est quelque chose qui est parfaitement réel. C'est pas purement livresque, c'est pas quelque Oui, chose oui. qui Mhm. est, voilà, je passe pas mon temps sur Internet. C'est quelque chose pour moi qui est réel, qui fait partie de ma vie, tu vois. Et donc, de fil en aiguille, bon, j'ai rencontré. Alors, il y a une époque, j'ai organisé ce que j'appelle les rencontres des sciences et de l'inexpliqué. Donc, c'était une série de conférences à Lyon, dont l'une des thématiques, c'était les ovnis. Donc, j'ai Oui, invité à d'accord. Lyon beaucoup d'ufologues, des grands ufologues français connus. Bon, Joël Ménard, Jean-Gabriel Grélé, j'ai invité aussi Xavier Passot, enfin, des gens comme ça. Et donc là, bon, j'ai pu rentrer dans échanger et avoir disons, un réseau d'ufologues voilà, avec lesquels j'échange beaucoup d'informations. Donc après, bon, j'ai accumulé beaucoup. Alors j'ai aussi, je suis aussi président de l'association de investigation qui anime sur l'ensemble du territoire français. Et donc là, à partir des activités de l'association ONI Investigation, j'ai accumulé un nombre très très important de matériaux, c'est-à-dire des témoignages, des enquêtes, et notamment en ce qui concerne les triangles, qui à partir des années 2000, c'était vraiment le gros des témoignages qu'on recevait impliquait des ovnis de forme triangulaire. Voilà. Et donc je me suis dit, bon, ça serait quand même dommage que tout ce matériel accumulé, toutes ces informations accumulées disparaissent avec moi, quoi. Le jour où... Alors bien sûr, les ufologues, c'est bien que les ufologues soient informés de ça, mais je voulais que ces informations soient partagées avec le plus grand nombre possible. C'est la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre sur les triangles de la nuit. Et donc pour deux raisons, essentiellement parce que
il y avait de plus en plus de témoignages impliquant des ovnis de forme triangulaire. Et la seconde raison, c'est que, à ma connaissance, il n'y a pas d'études françaises ou en langue française consacrées exclusivement aux ovnis de forme triangulaire. Donc j'ai un petit peu comblé cette lacune en écrivant et en publiant ce livre, qui marche pas mal d'ailleurs, hein, qui intéresse beaucoup de gens. Vous l'avez Et vendu à combien d'exemplaires, enfin sans indiscrétion? alors, il faut savoir qu'un livre sur les ovnis, lorsqu'on vend 2000 exemplaires, c'est bien, c'est Pas bien. que sur les ovnis, hein, je te le confirme. Donc là, tu vois, bon là, il était réédité, hein. C'est bien. Mais voilà, je te dis tout de suite, j'ai pas fait fortune avec ce Oui, livre. je m'en doute. Donc, mais voilà, 2000 exemplaires, c'est bien. Mon éditeur est content. Bon, voilà. Et il sera peut-être. Alors là, il est publié au format Kindle, puisque bon, vu la crise, les librairies Ouais. ont été fermées, donc voilà. Vous Donc, l'avez beaucoup diffusé au format Kindle? Là, excuse-moi, c'est l'éditeur qui s'interroge. oui, oui, alors il est, pour l'instant, là, bon, je regarde un petit peu son classement, tu sais, sur Amazon dans les 50 premiers titres vendus, le top 50 des livres vendus, il est toujours dans le top 50, hein. Donc, Ah, c'est bien. dire qu'il est, il peut être à la 10e place, à la 9e place, voilà, il est toujours dans le top 50. Ouais. Bon. Attends, parce que Ah, ma oui, femme a fermé la porte, mais je reviens 2 secondes, hein. oui. Bon, si tu fermes la porte, la maison va être. Bah, ferme le salon. Oui, bon, écoute. Ouais, mais j'aurais plus de... Allô? Oui. Oui, excuse-moi, ouais, parce que... Alors, tout à fait. Alors, euh, moi, j'ai de mon côté fait une enquête qui, pour l'instant, est un petit peu au point mort, une enquête que j'ai mis sous forme vidéo, un petit peu une compilation, mais qui n'est pas professionnelle, mais qui recèle beaucoup d'infos. Et sur Brocéliande, on observe de manière séculaire pas mal d'ovnis, Oui. euh, à l'exception d'ovnis de forme triangulaire, sauf Ah, deux exceptions qui sont pas inintéressantes. L'une par mois, non loin de ma maison, et une autre par une habitante du village qui là avait vu au-dessus de Montauban de Bretagne un ovni triangulaire en position arrêtée, mais pas tout à fait triangulaire, qui avait plutôt des ailes delta avec un léger enfoncement style Concorde ou... oui, Alors, d'accord. je sais pas, je sais pas si ça fait partie de la catégorie des ovnis triangulaires. Oui, alors bon, moi, dans la catégorie des ovnis de forme triangulaire, j'inclus aussi les ovnis en forme d'aile delta Oui, voilà. ou de boomerang, et aussi les ovnis en forme de chevron. Parce que tu as, bon, le Oui. cas le plus connu, c'est le cas de Phoenix, où un ovni en forme de chevron de très très grande dimension a survolé la ville de Phoenix. Donc voilà, bon, alors ça porte principalement sur les ovnis de forme triangulaire qui ont de multiples, enfin différentes dimensions, différents feux. Enfin, c'est vraiment quelque chose d'assez compliqué. Et oui, alors il peut y avoir toutes sortes de formes. Je me limite pas à une forme particulière. Bon, par contre, j'exclus tout ce qui est de forme discoïdale, tout ce Oui. qui est de forme allongée, cigare. Bon, ça rentre dans d'autres catégories. Ou même les sphères. Je ne parle pas des sphères qui sont pas mal vues aussi, hein. Il y a une année, on a eu vraiment quasiment Donc voilà. Une année, t'as été coupé là. Vous aviez eu quasiment Une vague d'observation de sphères oranges. C'était en 2013. en 2013. Ouais, en 2013, ça a commencé au printemps 2013 et ça finit à la fin de l'été 2013. Et là, on recevait quasiment tous les jours des témoignages d'observation de personnes qui voyaient dans le ciel des sphères oranges, mais parfois
c'était des dizaines et des dizaines de sphères oranges qui passaient dans le ciel, et Donc parfois aussi 2013. en 2013. Voilà. Et il y a une période particulière en 2013? Oui, je te dis, c'était vers la fin du printemps, et puis ça a duré jusque fin août, début septembre, avec des pics en juillet, août. Et on a eu vraiment. Alors là, je me suis dit, mais ça y est, il y a une invasion de. C'est bon là, ils arrivent. Et c'était des groupes de plusieurs sphères oranges qui passaient souvent à basse altitude et très lentement. Le cas le plus impressionnant, je me souviens, c'est un gars qui nous avait contacté. Moi, je l'ai eu au téléphone, ce gars. Il sortait d'une boîte, c'était 3 heures du matin à Paris. C'était sur un boulevard, je me souviens plus le nom du boulevard. Et il a vu passer dans le ciel parisien carrément une colonne de sphères. Il y avait à peu près 60 sphères qui passaient au-dessus de Paris, tu vois. Oui, d'accord. Et ça, Et c'était quand? C'était à en quelle date? 2013, ça devait être, je dois pouvoir retrouver le cas, ça devait être au mois d'août, Au juillet-août. mois d'août. Ouais, voilà. Et quand tu dis au printemps 2013, c'était quoi, en avril? Ça avait commencé en Mais, avril ou avant? Mai? En mais, mai? ouais, Ah, d'accord. ouais. Donc là, on est loin des ovnis triangulaires. Est-ce que tu as quantitativement euh, des données sur le nombre, en fait? J'ai vu qu'il y Oui, en avait dans ton livre quelques-unes, mais est-ce que tu as pu... alors, bon, euh, oui, alors on n'a pas, comment dirais-je, fait de statistiques poussées sur le nombre de témoignages reçus impliquant des ovnis de forme triangulaire. Bon, on constate seulement que depuis, je dirais, le début des années 2000, depuis les années 2000 jusqu'à maintenant, je dirais que 95% des témoignages qui nous parviennent concernent des ovnis de forme triangulaire. Des ovnis de forme triangulaire. Et 80. rien que sur le territoire français. C'est-à-dire que nous, notre activité, alors on est un petit peu en Suisse, on a 2 correspondants en Suisse et un correspondant en Belgique. Vous Donc avez voilà, combien de correspondants en tout? une trentaine. D'accord. Donc 2 en Suisse, un en Belgique et le reste en France. Ils sont des correspondants qui sont plutôt urbains? Non, pas spécialement. Donc ce sont des gens qui peuvent habiter à la campagne, qui sont près des villes. Alors nous, si tu veux, ce réseau, en fait, l'objectif, c'est surtout un réseau de veille ufologique. C'est-à-dire le but, c'est de pouvoir intervenir rapidement dans des délais assez courts. L'idéal, c'est 48 heures. De pouvoir intervenir rapidement lorsque une observation, on va dire, intéressante est signalée dans le périmètre qui est géré par notre correspondant. Voilà. Donc, si le témoin peut prendre, enfin, si le correspondant peut prendre contact avec le témoin, c'est bien. S'il peut aller sur place, enquêter directement sur le lieu de l'observation, c'est encore mieux. Voilà. Donc, c'est la réactivité. Et c'est fait aussi avec l'objectif de se préparer à une future vague. C'est-à-dire que, bon, si je prends l'exemple de la vague belge de 89, heureusement qu'en Belgique, à cette époque, il y a une structure qui s'appelait la SOBEPS, donc qui était, c'était Parce que la vague belge, rappelons-le, c'était surtout des ovnis triangulaires, hein, si je ne voilà, c'est ça, voilà, c'était je ne des objets, m'abuse. principalement des ovnis de forme triangulaire, Ouais, ouais. tout à fait. Et donc la SOBEPS, heureusement qu'il y a eu la SOBEPS, qui a fait un travail remarquable et qui à l'époque a été aidé par l'armée de l'air belge et notamment par le général de Brouwer. Donc le résultat, SOBEPS a publié deux tomes épais relatant toutes les enquêtes qui avaient été faites par la SOBEPS lors de la vague belge. Donc nous, c'est un peu l'objectif. Le jour où se présentera une vague, alors peut-être pas de la dimension de la vague belge, mais quelque chose d'important, on soit capable d'avoir sur le terrain des gens qui et de ramener des témoignages. Voilà. D'accord. La vague belge,
Alors, excuse-moi de te demander cela. J'ai retenu, moi, en lisant le livre, que tu notais sur, depuis que vous investiguiez le phénomène, près de 2500 Oui, témoignages alors, concernant des triangles. oui, alors en fait, mon étude, les triangles de la nuit, porte principalement sur des témoignages français enquêtés, hein. Oui, C'est pas des témoignages qui ont été pompés sur Internet ou des sites. oui, C'est des ok, ok. témoignages qui sont Ouais, ouais. enquêtés principalement. Bon, et alors je me suis posé la question, bien évidemment, est-ce que ce que l'on voit en France peut se généraliser au monde entier? Et la conclusion est oui. Et donc il y a quelqu'un qui, c'est un ami d'ailleurs, qui a créé un site qui s'appelle Delta Initiative et qui répertorie l'ensemble des témoignages dans le monde. Oui, d'accord. Voilà. Et là, alors j'y suis pas allé aujourd'hui, mais il y a quelques jours, le nombre de témoignages répertoriés dans le monde dépasse les 2500. On doit être à 2600 ou 2700 depuis les années 40, les années 50. Voilà. Dans le monde entier, principalement dans les pays anglo-saxons, c'est-à-dire les États-Unis et l'Angleterre. On ne sait pas trop ce qui se passe en Chine, on ne sait pas trop ce qui se passe en URSS, on ne sait pas trop ce qui se passe en Asie du Sud-Est ou en Afrique. Donc 2500, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Voilà. Surtout que, bon, comme je dis souvent, les témoignages sur lesquels on enquête ne représentent qu'un faible pourcentage des observations réelles, c'est-à-dire Ouais, ouais. du nombre de gens qui font de réelles observations, qui ne témoignent pas toujours d'ailleurs. Et je sais que Jacques Vallée, lui, avait tenté, alors dans un de ses nombreux livres, avait tenté, lui, de faire une nomenclature quantitative, en fait, du phénomène OVNI. Oui, je me souviens Euh, bien, oui. et alors, je sais plus dans quel livre, parce que j'ai pas retrouvé, en fait, ces chiffres, mais Alors oui, c'est... Oui, je vois ce que tu veux dire. c'était totalement impressionnant. C'est dans le Euh, livre Autre Dimension, et si je me souviens bien, c'est dans une annexe du livre Autre ah, Dimension, voilà, c'est ça, oui. et dans lequel il fait une projection en fonction des cas qui nous parviennent, qui sont quand même très très nombreux. Alors, toute forme d'ovni confondue, hein, pas seulement des ovnis triangulaires, hein. Oui, oui. Donc, on est à plusieurs millions d'observations dans le monde depuis, alors je me souviens plus le chiffre exact, mais c'est peut-être de 20 millions ou 30 millions d'observations depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant. 30 millions d'observations. Et alors, oui, alors donc effectivement, ça nous donne une dimension quantitative qui est pas négligeable. Ça, ce sont des observations au sol. Est-ce que tu as eu, toi, de la part d'astronomes ou des échos, ou je sais qu'il y a Oui, il y a un alors, observatoire à Lyon, par exemple? oui, alors justement, je voudrais un petit peu rectifier ce que tu viens de dire en ce qui concerne les ovnis de forme triangulaire, c'est qu'on n'a aucune observation au sol d'ovnis triangulaires. Aucune. Sauf Non, mais quelques au cas sol, c'est-à-dire qui posé, c'est ça que tu veux dire? posés, ouais. Non, non, mais du sol, je voulais dire. Ah, du En sol, fait, d'accord. voilà. Ah, Voilà, d'accord. du sol, du Ah, je sol. crois que tu, ouais, tu croyais, ouais, je Oui, croyais qu'il disait. parce que est-ce que donc on a effectivement un très très grand nombre de témoignages de personnes individuelles, sachant que si j'ai bien compris la méthodologie du GEPAN, à partir du moment où il y avait un témoignage par une seule personne, il le rejetait. Mhm. Oui, Ce qui est très limitatif d'ailleurs, hein. Enfin, ce bien qui sûr. me semble pas, moi, très méthodologique, enfin, être une lacune dans sa méthodologie. Parce que les témoignages ici qu'on a souvent impliquent qu'une personne, hein, par exemple, hein. Mais comme ils Euh, se répètent, bon. et je dirais 90% des témoignages, 98% des témoignages, c'est une seule personne. Et alors, autre difficulté des témoignages, moi, la personne qui avait observé cet ovni sur Montauban, à peu près au-dessus de la voie ferrée,
à partir du moment où elle l'a vu, en fait, et identifié, il est devenu invisible, en fait. Oui, Ça, c'est-à-dire, ce sont des cas que tu as rencontrés où, à partir du moment où quelqu'un le détecte, il devient invisible. Ou quelqu'un le voit, il devient invisible. j'ai une coupure, mais Ouais, je comprends ta on a question. des coupures récurrentes. À partir du moment où quelqu'un voit un de ces ovnis triangulaires, donc dans mon cas, elle le voit et il devient invisible à ce moment-là. Ça a eu, Pas forcément, pas pas forcément, forcément, pas mais forcément. ça arrive. Ça peut arriver. Alors en fait, dans ce genre d'observation, on a tous les cas de figure. Tous les cas de figure. Et alors, on a l'engin qui apparaît brusquement, qui apparaît souvent, parfois, sous la forme d'une forte lumière très intense, qui se rapproche du témoin, et ensuite le témoin voit trois petites pastilles circulaires, et puis à un moment donné, il voit l'OVNI triangulaire. On a aussi bon, le témoin qui arrive à un endroit et il voit au-dessus d'un immeuble ou des arbres, il voit un ovni triangulaire. Et souvent l'ovni, alors soit l'ovni disparaît en glissant, c'est-à-dire qu'il se déplace très très lentement, donc le témoin voit l'ovni disparaître, soit l'ovni disparaît sur place comme si on éteignait un interrupteur, tu vois. Oui. On a un cas, le témoin nous a dit, c'est comme si on baissait l'interrupteur, paf, l'ovni disparaît. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là, mais le témoin ne le voit plus. Voilà. Alors c'est un cas de figure, effectivement, ça peut. Alors c'est pas parce que forcément le témoin le voit que l'OVNI disparaît. En fait, on ne sait pas réellement ce qui se passe, hein. Je pense qu'à un moment donné, l'OVNI décide de disparaître. Euh, dans ce que tu nous ramènes, enfin dans le matériau que tu nous ramènes, enfin le matériau d'information que tu nous ramènes, qui est exceptionnel, en fait vraiment dans cet ouvrage, euh, d'autant plus qu'en fait que c'est une collation de beaucoup d'observations qui sont vérifiées, et là moi j'en avais pas conscience tout à fait, hein, quand je l'ai eu. Euh, est-ce que ces observations ont est-ce que tu as fait un rapport de proportion entre zone urbaine et zone rurale? Oui, alors ça, c'est une très bonne question. Ça nous a un petit peu turlupiné et on s'est aperçu qu'il y avait énormément de cas en zone urbaine. Et Quand tu vraiment, dis énormément, 90, 80? alors après, c'est difficile à chiffrer, mais je dirais au moins 50% des cas rapportés se passent en zone urbaine très peuplée. C'est-à-dire carrément au-dessus de villes comme Lyon, Ouais. comme Nantes, Paris, voilà. Et alors, bon, ça interpelle quelque part, parce que, bon, on a des cas à Lyon, par exemple, où des témoins observaient un ovni triangulaire à 23 heures dans le quartier de la Croix-Rousse. Alors, je ne sais pas si tu connais Lyon, Oui, mais le si, quartier de si. la Croix-Rousse, c'est un quartier, il y a une densité de population très très importante. En plus, c'était l'été, à 23 heures, il y avait du monde dans les rues. Et un témoin a vu passer un ovni triangulaire au-dessus des immeubles, à 20 mètres au-dessus des immeubles, sans À bruit. une allure très lente? Euh, 5 km/h, 10 km/h maximum, tu vois. Très lentement, sans aucun bruit et à très basse altitude. D'ailleurs, c'est les trois caractéristiques principales des manifestations d'ovnis triangulaires. Ce sont des engins qui se manifestent sans bruit, pas de bruit, parfois un léger bourdonnement, très lentement. Il se déplace très lentement, comme s'il glissait. Alors ça, c'est un terme qui revient souvent chez les témoins. L'OVNI n'est pas propulsé, l'OVNI ne plane pas, il glisse. Alors c'est assez curieux, comme si, je sais pas, il utilisait un système très particulier. Et puis, à basse altitude. La troisième caractéristique, c'est que ces ovnis triangulaires se déplacent souvent à très basse altitude, euh, 200 mètres, 300 mètres maximum, voilà. Alors, il y en a qui ont été aperçus à très haute altitude, mais après, ça devient de plus en plus compliqué d'identifier une forme triangulaire à plusieurs kilomètres. Euh, oui. Alors, tu dis 50% sur les villes densément peuplées. euh,
Et 50% sur les campagnes? Alors oui, alors après, il y a aussi ce phénomène qui avait été noté par Jacques Vallée, justement, aussi dans le livre Autre dimension. Il y a beaucoup de témoignages qui se situent dans les zones périurbaines. Ah voilà, C'est-à-dire, 50%, c'est-à-dire, oui, c'est-à-dire, tu as un nombre de témoignages dans les centres-villes oui. et tu as des témoignages dans les zones périurbaines, c'est-à-dire parfois des zones pavillonnaires ou à la limite des grandes villes, dans centres commerciaux, zones industrielles, voilà. C'est-à-dire que c'est à la périphérie des villes, tu vois. On a aussi pas mal de témoignages. On a, oui. Alors, donc, les premiers 50% dont tu me parlais concernaient les centres-villes et dans les 50 autres pourcents, en grande partie, les zones périurbaines. Exact, très juste. Alors ça, effectivement, ça c'est une chose qui est extrêmement spécifique par rapport, nous, à nos propres observations. Parce que bon, moi, je suis à la limite de la zone périurbaine rennaise. Toute la zone qui va, pour tout te dire, pour tout te dire, toute la zone qui va de la forêt de Brocéliande, qui est un petit peu enfin, pas centre-Bretagne, hein, mais à une trentaine de kilomètres de Rennes, on va dire entre 30 et 50 kilomètres de Rennes jusqu'à Ploërmel, jusque ensuite à l'espère de la Vilaine, avec là les îles de Belle-Île, Ouad, Edic et l'île du Mai, sachant que l'île du Mai, c'est le centre géographique des terres émergées, en fait. Enfin, je fais le porte-parole de la brochure touristique du coin, du petit port qui est juste à côté. Sans que ça veuille rien dire, je pense. Donc, sur toute cette zone-là, on a des ovnis, mais jamais aucun ovni triangulaire. Et on a plutôt des phénomènes lumineux, des boules rouges. Alors par exemple, moi, dans mon village, dans les années 70, on en observait beaucoup. Et un ancien maire du village en avait vu passer avec deux autres témoins. On était dans les années 70. Et se dirigeait vers un endroit, si tu veux, vers un lieu d'où vient de manière récurrente en fait un ovni. Moi-même, l'ovni que j'ai vu venir se percher carrément en fait à 20 mètres de la petite maisonnette que j'avais construite à ce moment-là, venait en fait de cet endroit et on l'a vu souvent en fait la lumière revenir de cet endroit en se redirigeant vers la haute forêt. Mhm. Et alors donc là, on est vraiment dans des zones naturelles, en fait. On n'est pas du tout dans des zones urbaines où il y a des Oui, hein. d'accord. Ouais. Euh, Même observation que j'ai pu faire en fait du côté d'Épinal, entre Épinal et Gérardmer, où il y a beaucoup de grands bois, etc. Même observation, par exemple, qu'on a fait au-dessus du plateau du Vercors avec tout un groupe d'excursionnistes, où là, on voyait non pas du tout des ovnis triangulaires, mais des petites étoiles qui apparaissaient à 800 000 mètres d'altitude, sous forme d'un petit flash qui se déplaçait un peu, et puis autre petit flash, et qui disparaissait, si tu veux. Et ce type d'observation vue du sol de petites lumières, ici à Brocéliande, on s'amusait à les compter en fait avec un ami le soir entre 11h et 3h du matin. Et on en comptait des dizaines, D'accord. des dizaines. C'était incroyable. Mhm. Euh, alors, Et est-ce que et tu fais un lien entre ces observations d'OVNI et toute la charge, je dirais, mythologique, magique qui entoure cette forêt de Brocéliande, dont on dit que c'est là où habitait Merlin, je crois, non? Merlin l'Enchanteur. mais, mais ça, c'est malheureusement pour les rêveurs, c'est une recréation du 19e siècle en fait. Ah, d'accord. Ouais. Mais par contre, par contre,
un ancien du village m'avait dit à ce moment-là, euh, j'ai fini par obtenir ses confidences au bout de 10 ou 15 ans que nous nous fréquentions. Il m'avait dit que j'étais stupéfait et il m'avait dit, oui, les boules rouges, on avait l'habitude d'en voir, on n'en parlait jamais entre nous parce qu'on avait peur de se faire passer pour des cons. Mais je lui dis, mais vous, qu'est-ce que vous en pensiez? Et il me dit, non, c'était dans la nature. On avait l'habitude d'en voir, c'était dans la nature. D'accord. Euh, et à cela s'ajoutait, et c'est ça qui fait que pour moi c'est très différent du phénomène triangle, mais je me trompe peut-être, hein, ce caractère de récurrence et de lieu, et même dans la toponymie des lieux, on a un endroit qui s'appelle la vallée des Portes, ou un autre endroit qui s'appelle le Puy sans fond, ou un Mhm. village qui s'appelle Néant-sur-Yvel. Ah, c'est joli ça. C'est absolument hallucinant Ah oui, c'est de voir ça dans la toponymie. oui, c'est très Euh, intéressant. Ouais. Moi, territorialement, j'ai vu un ovni euh, suivre en fait le liseré du golfe de la Vilaine une fois. J'en Mhm. ai vu sous forme de boules lumineuses entre Saint-Nazaire et Nantes, par exemple. Mhm. Alors, justement, alors je veux pas détailler toutes les richesses qu'il y a dans ton livre parce que je voudrais bien que les gens l'achètent. Euh, on a en commun en fait deux témoins puisqu'on se connaît très très bien et on s'apprécie beaucoup avec Cyril et Xavier. Oui, Et, oui, très bien. et Je connais donc, bien. ouais, ouais, bah, que tu connais bien. Ouais. Et il y a un phénomène qui, dans le témoignage de Xavier, qui est ultra, ultra détaillé, ultra précis, et que moi j'ai recoupé après avec lui, et on a plus, en plus échangé des données bio. Et comme moi j'ai une expérience de remote viewing sur le sujet justement, on a pu échanger d'autres choses encore. Donc en fait, dans l'expérience de Xavier, qui habite dans le centre de Nantes, donc lui fait part d'une lumière forte en fait qui est arrivée, qui a fait un demi-cercle au-dessus de la ville à basse altitude avec une très très grande lenteur de mouvement, Oui. très illuminé en fait sous le dessous. Il a été pratiquement le seul à le voir. Et ensuite, l'OVNI a traversé la Loire, et là, un autre témoin qui s'appelle Jean-François l'a vu en fait se reformer en une boule lumineuse, on va dire, en fait comme s'il crée en fait autour de lui une structure ronde, et ensuite disparaître au-delà des nuages. Oui, c'est ça, Alors, oui. Oui, est-ce que ça, est-ce que quand on voit disparaître, parce que je vais te préciser d'autres trucs. Quand on voit disparaître les ovnis triangulaires, c'est toujours, ils remontent vers le haut ou ils viennent vers le haut. T'as pas l'impression qu'ils sortent du sol ou... Non, alors, dans le cas de Xavier, hein, donc c'est un ami commun, puisque bon, je le connais depuis 2016. Il est venu à Lyon, on a fait un petit documentaire sur son observation que j'ai publié sur Facebook d'ailleurs. Et effectivement, c'est une affaire très très intéressante. C'est une des plus belles affaires sur laquelle j'ai enquêté. C'est un témoin qui est absolument crédible, qui est vraiment, enfin, je veux dire, c'est quelqu'un d'équilibré, qui travaille dans la fonction publique, donc qui veut garder l'anonymat. Et effectivement, son observation a commencé par l'observation d'une boule lumineuse intense qui était située près de l'aéroport international de Nantes, Oui, dans tout le à fait. sud-ouest de Nantes. Et là, il a retrouvé un témoin, Jean-François, effectivement, qui a vu ce même phénomène lumineux, très intense, qui ressemblait
d'après ce que m'a dit Xavier, tu sais, quand un soudeur utilise un arc, Oui. ça émet une lumière blanche très intense, et il a comparé la lumière de l'OVNI à cette lumière d'un arc électrique de soudeur. Voilà. Et donc il a vu ce phénomène, il a eu très peur d'ailleurs. Je me souviens, il nous a dit voilà, qu'est-ce que c'est que ça? Il a vraiment eu très peur. Et puis, alors ce qu'il faut dire, c'est que en fait, il était chez lui, assis dans son canapé, il s'apprêtait à regarder une émission de télévision euh, jusqu'à 1 heure ou 2 heures du matin. Et à un moment donné, il a ressenti comme une injonction de se lever et d'aller à la fenêtre. Je me souviens, il nous a dit c'était irrésistible. J'ai pas pu faire autrement. J'étais tranquillement assis sur mon canapé. Il a fallu que je me lève pour aller à la fenêtre de mon balcon pour regarder ce qui se passait à l'extérieur. Et là, il a vu cette lumière. Voilà. Alors cette lumière, alors c'était à peu près, c'était de l'autre côté de la Loire, de l'autre côté d'un grand pont qui Le passe pont de au-dessus de... Chevirey. Voilà, le pont de Chevirey. Voilà, le pont de Chevirey. Sur une commune qui s'appelle Bouguenais. C'est la commune de Bouguenais. Après, il y a le pont. Et là, lorsque l'OVNI est passé au-dessus du pont de Chevirey, Xavier a vu 3 pastilles lumineuses qui se sont déplacées vers lui en formant une espèce d'arc de cercle. Et à un moment donné, bon, lorsque ces pastilles étaient suffisamment proches, il a vu vraiment une forme triangulaire, alors très imposante, parce que d'après lui, soit il y a une coupure là, je crois, Oui, non? tu me Ouais. disais très imposante parce que d'après lui, il faisait 60 mètres. 60 mètres de côté. Et en Voilà. hauteur, Alors, il n'a pas vu l'épaisseur. Parce qu'il a toujours vu le phénomène du dessous. Donc, il devait y avoir peut-être une épaisseur, mais il n'a pas bien pu l'estimer. Par contre, bon, il a vu trois feux blancs, une lumière blanche qui diffusait une lumière blanche, et puis beaucoup de petites lumières de toutes les couleurs sous la surface inférieure du triangle, et au centre, un carré orange avec des espèces de petites séparations, alors, comme des filaments, tu vois, de couleur orange. Voilà. Et je me souviens, il m'a dit, c'était absolument magnifique. C'était vraiment une beauté incroyable. Et alors, dans un silence parfait, bien évidemment. Alors, je me souviens, bon, il nous a dit qu'au moment où il a vu passer le triangle au-dessus de son immeuble, parce qu'il est vraiment passé à très basse altitude au-dessus de son immeuble, il y a ce phénomène qui est assez récurrent dans les observations d'ovnis triangulaires, c'est le silence. Un silence absolu, c'est-à-dire que bon, il y avait une climatisation, je crois, à côté. Il y avait les voisins à côté qui écoutaient la télévision. Bon, il y a les bruits de la ville de Nantes. D'un seul coup, plus rien. Silence total. Voilà. Comme si c'était une espèce de face-à-face entre le témoin et l'OVNI. Voilà. Et là, bon, tu connais l'affaire, tu sais ce qui s'est passé après. oui. Alors, ne, je sais ce qui s'est passé. Est-ce que de la part d'astronomes ou amateurs ou professionnels ou de pilotes, ou de radaristes, est-ce que toi tu as pu avoir des informations? Non. Alors là, je vais être honnête. Il y a, je dirais, un blackout total. On a eu des affaires, on a enquêté sur une affaire intéressante. Alors, c'était pas une affaire de triangle. Un blackout De la volontaire, part des, ton de la avis? part, enfin, Ou... par exemple, dans le cas de Xavier S, Xavier s'est demandé, mais c'est pas possible, je suis pas tout seul à avoir vu ce phénomène. Surtout Donc, que c'était à 23 heures, c'est ça? voilà, 23 h, Ouais, 23 h 30. Voilà. l'aéroport est encore en fin En- d'activité, on va dire. voilà. Xavier a eu la présence d'esprit, je crois que c'est 2 jours après ou le lendemain. Il est allé à l'aéroport international de Nantes interroger le contrôle aérien. C'est pas possible. Ils ont vu ce phénomène lumineux, puisque c'était à proximité de l'aéroport. Ils l'ont vu. Alors, il interroge le contrôle aérien. Les a appelés, il n'est pas allé les voir. Oui, il les a appelés, enfin, je sais pas. Non, non, on n'a rien vu, il s'est rien passé. D'accord. Il a appelé le GEPAN, bon, il a envoyé son témoignage au GEPAN, il n'a jamais eu de réponse.
Il est allé à la gendarmerie lui a dit bah, vous êtes tout seul Non, bon, je ne sais même pas s'ils ils ont fait un procès verbal de son observation. Si, alors après, il était allé à la mairie de Nantes, et la mairie, curieusement, ils étaient informés de son observation, mais ils n'ont pas donné suite, tu vois. Bon, c'est quand même un cas extraordinaire. Un objet Bah, triangulaire de 60 mètres qui passe au-dessus de la ville de Nantes, personne ne le voit, les autorités ne disent rien. Bon. oui, et je dis que c'est d'autant plus étonnant que la couverture aérienne, ne serait-ce que couverture radar de la Bretagne, est l'une des plus complètes qui soit, puisqu'il y a la force de frappe à Brest. Voilà. Et bon, donc là, on a en fait des observations au sol, mais qui sont jamais corrélées par des observations radar et des observations d'avions ou de pilotes et des observations d'astrophysiciens ou de... Alors, on ne sait pas si c'est corrélé ou pas, on ne le sait pas, puisque on n'a pas d'informations de la part de l'aviation civile. Bon, alors, je ne parle même pas des militaires, hein, parce que c'est même pas la peine de poser la question militaire. De toute façon, il ne se passe jamais rien. Bon, mais on a eu un cas à Lyon où un monsieur avait vu passer en plein jour, près de l'aéroport international de Saint-Exupéry. Alors, c'est quand même un aéroport très important. Il a vu passer un avion en face qui a été accompagné par des boules, des sphères lumineuses, qui ont tourné autour de l'avion et qui ont accompagné l'avion. Il y avait 4 sphères lumineuses. Donc le pilote, le copilote et les passagers ont vu ces sphères lumineuses. Donc nous, on s'est dit, bah tiens, on va aller quand même interroger le contrôle aérien de ça. Ah, tu m'entends? Oui. Oui, vous allez donc quand Oui. même interroger le contrôle aérien. Voilà. Et ils n'ont rien vu. Et le- Les pilotes n'ont rien vu. Alors, ils reconnaissent qu'il y a eu un avion, puisque bon, maintenant on sait quel vol arrive à telle heure à l'aéroport. On peut le savoir, donc ça, ils l'ont confirmé. Par contre, ils ne nous ont pas dit, oui, le pilote, le copilote et les passagers ont vu des sphères lumineuses accompagner cet avion. Ils ne nous l'ont et pas dit. tu te souviens pas de quelle compagnie c'était cet avion? C'était une compagnie italienne, je crois. C'était un avion. Alors, je pourrais te transmettre le dossier. On a Ah, vraiment fait on a fait une enquête très approfondie. Et en plus, alors bon, ça c'est. On connaît quelqu'un qui travaille pour l'aviation civile et qui est justement au contrôle aérien. C'est un ancien pilote, il travaille au contrôle aérien. Il a essayé de faire une enquête en interne et il n'a pas pu avoir les renseignements. Euh, et à un moment donné, il nous a dit, je ne peux pas aller plus loin parce que si je vais plus loin, je risque de perdre mon emploi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu veux, lorsqu'on commence à s'intéresser à ça et qu'on veut divulguer des informations vers l'extérieur, ça devient dangereux pour les personnes qui essayent de le faire, tu vois. Donc là, on n'a pas eu confirmation de la part de l'aviation civile que bon, cet avion avait bien été accompagné par des sphères lumineuses. Et le Quand, témoin, ouais, il y a une anecdote amusante, hein, parce que moi, quand j'ai été, donc moi j'ai eu une première tentative de recrutement au cours d'un repas en fait qui était organisé à l'époque. Je me souviens, je fréquentais beaucoup On va sortir, qui est une association où on rencontre des gens qui peuvent être très sympas. Et j'avais été contacté par deux personnes de la DGSI. Donc à l'époque, j'étais dans la naïveté, je croyais que les RG existaient encore. Et c'était devenu la DGSI entre-temps. Donc ça avait intégré à la fois les anciens RG et la DST, la Direction de surveillance du territoire, donc le contre-espionnage. Et donc un soi-disant couple en fait se présente à moi. Ils avaient lu tous mes bouquins et dans un de mes bouquins sur les cohabitats, il y a une maison forme ovni qui bouge d'ailleurs avec le soleil. Donc ils me le montrent sur leur smartphone et ils bossaient en fait à l'aéroport d'OVNI, à l'aéroport d'Orly, pardon. hmm.
Et Lapsus. lapsus révélateur. Et ORG, parce que j'avais un ami, moi, qui était ORG. À force de photographier, lui, il s'occupait de suivre des terroristes, enfin des militants kurdes. Et ils développent souvent un goût pour la photographie. Et il faisait beaucoup il avait fait beaucoup de photos d'aéronefs sous des angles un peu ovniesques, on va dire, avec des reflets métalliques, etc. Et il me présente sa collection. Alors c'était vraiment un appel du pied très très appuyé qu'il me faisait là, seulement après que je suis un peu mieux connu les détails des procédures de recrutement. Et en effet, ce qui m'a fait dire en fait à ce moment-là, mais en fait après, que ils étaient sur le coup en fait, qu'il y avait il y avait un contrôle. Ils étaient sur le coup pour recenser les témoignages et Bien sûr. les choses altérées comme ça. Et il y a une question qui me vient comme ça, tout à fait intuitive. Et, du coup, non seulement le vol, mais qui avait dans le vol? Tu vois, qui avait Ouais. sur la liste des passagers? Ça aurait été intéressant, ça peut Ouais. être intéressant de savoir. Alors, j'ai le numéro du vol, j'ai les caractéristiques, d'où venait l'avion, quel type d'avion c'était, le nombre de passagers. Ça j'ai pu retrouver ces informations. Le vol a été parfaitement identifié, hein. Mais, ouais, mais, Par mais contre, oui, je oui. pense que le pilote et le copilote et les passagers ont été briefés à l'atterrissage. Ça, Les j'en suis peut-être. passagers, parce que ça, ce serait, à mon avis, à mon avis, s'ils ont été briefés, il y en a forcément un qui pourrait parler hein, entre nous. Parce que si tu briefes 200 personnes, il y en a toujours un qui lâchera le morceau. Mais bon, c'est Faut tenter le coup. un boulot énorme. Oui, tout à fait. Tout à fait. Euh, Non, non, c'est un bon exemple qui montre, et c'est pas le seul d'ailleurs, hein, que du côté des autorités, bon, moi je classe ça dans la grande catégorie des autorités, très peu d'informations qui oui, fuitent, hein, oui, du bon, côté sauf des quelques. ouais, ouais, Oui. très peu d'infos qui fusent. Alors effectivement, on aura beaucoup de mal parce qu'évidemment, un radar comme le radar du Nimitz, on en parlait avec notre ami Franck Morin, il aurait à peu près une portée de 30 km en altitude. Les radars de Thales, ils ont également une portée de 30 km en altitude. Pour la petite histoire, Thales est au-dessus de l'usine de Nemours dont tu parles Ouais. dans ton livre, développe un radar passif, c'est-à-dire un radar qui repère les objets en creux dans le smog électromagnétique. Tu comprends? Et du coup, pour ce qui est des ovnis, c'est fondamental, puisqu'ils sont dans la furtivité. Et Ouest France, qui sort des articles qui sont parfois intéressants, montre en fait dans un de ses articles que Thales a renforcé son ancrage auprès de Rennes. En fait, ils expliquent dans cet article que les données, dans l'ensemble des données de plus en plus nombreuses fournies par les radars militaires, nous traquons les anomalies. Les anomalies, attention. Soudain, explique Erwan Boulin, de simples dysfonctionnements, mais également des attaques, l'idée de rendre les informations disponibles plus claires, de lever le brouillard. Comme nous, notre enquête, enfin moi plutôt mon enquête, je l'ai faite au-dessus notamment de la Haute-Forêt, enfin les gens du coin comprendront, et la Haute-Forêt est occupée à 50% par le camp militaire de Coët-Quillan. Et donc qui ont eu vent en fait de cette enquête et qui ont reconnu auprès d'amis qu'en fait ils voyaient eux aussi
ils avaient appris en fait à voir eux aussi de nombreux ovnis en fait, si tu veux. Ils D'accord. avaient constaté en fait la présence de nombreux ovnis. Et la différence en fait entre ces ovnis que nous avons nous donc au-dessus du camp de Coëtquidan et de toute cette zone, c'est absurde. C'est absurde quand on dit ça comme ça, parce qu'il semble en fait monter du sol et se diriger vers les hauteurs. Mhm. Ce qui, je ne sais pas ce que tu en penses, mais ce qui semble être une différence notoire entre les triangles qui semblent, eux, venir du haut et repartir vers le haut. Mhm. Oui, effectivement, oui. Bon, le phénomène OVNI est un phénomène multiforme, complexe, où il y a beaucoup de catégories de phénomènes, d'engins divers. Effectivement, on a des cas où les témoins disent avoir observé des phénomènes qui sortaient du sol, notamment beaucoup de sphères lumineuses. Alors, De sphères, oui, je confirme, les de sphères sphères lumineuses. lumineuses sortent du sol. Moi, j'en ai moi-même photographié une fois lors d'une soirée d'astronomie. On l'a constaté sur notre appareil, un phénomène lumineux qui sortait du sol. Est-ce qu'on peut ranger ce type de phénomène dans la catégorie des ovnis? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être, peut-être. Ça fait peut-être partie d'un ensemble extrêmement vaste et complexe, dont on a du mal à tracer les frontières d'ailleurs. On ne sait pas bien où ça commence et où ça finit. Mais oui, pourquoi pas, oui. Après, il y a beaucoup de phénomènes naturels inconnus, peut-être. Je ne sais pas. Euh, Là, j'ai pas d'avis sur cette question des phénomènes lumineux observés qui sortent du sol. J'ai pas de. Alors, moi, j'en ai un. En fait, à force de les voir, si tu veux, Oui, un jour, par le plus grand des hasards, je me trouvais sur le point culminant en fait, de la forêt de Pimpon, donc de Brocéliande. Et je regardais vers Plohermel et j'ai vu un petit appareil en fait métallique, donc qui réfléchissait la lumière du soleil, qui faisait des zigzags comme ça, tu vois, mais sans ralentir. Ça veut dire qu'en fait, entre le moment où il passe d'un côté et le moment où il passe de l'autre, il est dans une vitesse qu'on peut dire infinie. Donc en fait, la logique de cela, c'est la logique, c'est la déclinaison de la relativité générale. Si, pour nous, il faut qu'à un moment donné, si les pilotes et l'appareil veulent supporter de telles accélérations, que ce n'en soit pas pour eux. C'est-à-dire que eux continuent à 1000 km, là il n'allait pas à 1000 km/h, il allait à 100 km/h, disons, qui continue à 100 km/h, mais qu'à un moment, il dilate le temps, en quelque sorte. Pour le témoin, lui, son temps restera, c'est comme le paradoxe des jumeaux de Langevin. oui, Son temps ne bien sûr. bougera pas, mais il dilate son temps, et lui, mais il continue à 100 km/h dans ce temps dilaté. Il fait son tournant tranquille, comme le ferait un appareil normal, et il repasse dans le temps, dans notre temps à nous, toujours à 100 km/h, tu vois. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Voilà. Et alors, à partir du moment où tu maîtrises la relativité générale, tu maîtrises ta propre masse. C'est une question d'énergie. Quand tu mets ta main dans l'eau, tu peux mettre ta main dans l'eau parce que ta main con- concentre plus d'énergie finalement, elle a une densité supérieure. Mhm. Et si tu maîtrises ta densité, tu peux entrer dans l'eau, tu peux entrer dans l'air, mais tu peux entrer dans la matière aussi, comme si tu rentrais dans l'eau ou dans l'air, tu vois. Oui, je comprends, oui. Mm. Et vu en fait la récurrence du phénomène ovni ici à Brocéliande et qu'on avait affaire nous plutôt à des boules comme ça, je me suis dit il faut chercher l'explication la plus simple possible, la plus bête possible. Enfin, c'est le fameux rasoir d'Occam où en fait on va jamais chercher des choses compliquées. Il faut se dire qu'en fait il maîtrise la relativité générale, donc il traverse la matière comme nous on traverse l'air et comme nous on traverse l'eau. C'est un rapport d'énergie
Et évidemment, masse et énergie sont masse, énergie et temps en fait sont et j'ajoute le truc qui est complètement dingue. C'est dans un de nos témoins, il y avait un peintre qui a bien montré l'appareil qui apparaissait sous une forme de sphère lumineuse et qui à très faible vitesse et puis qui apparaissait sous forme métallique. Alors là, c'est le fameuse idée qu'en fait, ce sont des engins qui sont bien matériels et qui se retransformaient en boule lumineuse et le tout au-dessus du champ de tir de Kouadkidan. Tu vois un peu le truc. Mhm, mhm. Très Euh, intéressant. alors, du coup, ça fait une ultra simplification de toutes les hypothèses en ce qui concerne le Bien déplacement. sûr. On a eu dans la littérature ufologique, il y a des cas connus d'ovnis passant à travers une montagne, par exemple, ou Voilà, en rentrant dans une montagne, ou passant par le cratère d'un volcan, par exemple. Il y a oui, eu un tout à fait. film qui a fait le buzz sur Internet, une espèce de cylindre qui, pof, disparaît dans le cratère d'un volcan. Bon. Il semblerait qu'ils maîtrisent l'énergie, la matière, l'espace, le temps et l'information, et peut-être aussi une autre dimension que j'appelle psychique aussi. Oui, Pourquoi pas, oui. Alors, justement, je voulais te parler de ça parce que c'est encore une des différences que nous observons. En fait, ici, en fait, Brocéliande, avec l'expérience qu'a subi Xavier. Et je voulais te demander, avant de peut-être te faire préciser l'expérience de Xavier, si la présence d'ovnis triangulaires sur les villes s'était accompagnée de panique animale, style aboiement de chien. oui. Par exemple, dans le cas de Cyril, que tu connais, qui Ouais, gère les repas ufologiques de Nantes, si je me souviens bien, à un moment donné, donc il était avec sa sœur, donc c'était le 5 novembre 90, donc c'était lors de cette fameuse vague du 5 novembre 90 à 19 h. Et en fait, il était avec sa sœur dans son appartement, et ils ont vu d'abord les lampadaires et toutes les lumières du quartier s'éteindre les unes derrière les autres. Et ils ont vu une espèce d'ombre triangulaire passer au sol. Et là, je me souviens, le témoignage, Cyril a dit, j'entendais les chiens hurler, mais comme jamais je les avais entendus hurler, comme si c'était des bêtes sauvages. Des bêtes sauvages. Vraiment, ils hurlaient à la mort, mais quelque chose d'incroyable, quoi. Je me souviens de ce détail que m'avait donné Cyril. Et effectivement, les animaux ont un comportement différent et souvent un comportement de panique. Alors, c'est pas dans tous les cas, il faut qu'il y ait des animaux, soit des chiens, soit. Mais effectivement, les animaux réagissent mal au passage d'un ovni, en règle générale. Pas seulement des triangles, hein, je dirais. ah bon? Parce que, alors, Il y oui, a tu une dis. petite coupure, ouais. Alors attends, tu dis les animaux réagissent mal au passage d'un ovni et pas Oui, seulement des triangles. Mais, tout à fait. mais peut-être. Alors, j'ai moi un autre exemple. Je ne sais pas si tu en Oui. as entendu parler. Je ne sais pas si c'est. Je crois que c'est aux Pays-Bas. C'est le zoo d'Eindhoven. Est-ce que tu en as entendu parler? Non, je ne connais pas. Alors, c'est peut-être pas le zoo d'Eindhoven, mais c'est peut-être le zoo d'Amsterdam, où il y a un ovni qui était passé dans le ciel et les primates en fait qui étaient en captivité ont eu une panique énorme et ont cessé de s'alimenter pendant une semaine. Mm. Oui, Et donc ça confirme ça confirme. tout à fait, ouais. Par, par contre, ici, euh, jamais nous on a eu de panique animale. Oui, Et même puisque c'était intégré quelque part dans la culture en fait rurale, paysanne à l'époque,
ça n'a jamais poussé des vaches à fuir, etc. Puisque moi, j'allais dire ma source, mon ami, me dit, c'était dans la nature. Tu vois ce que Mhm. je veux dire? Mhm. Il ne le dissociait pas de la nature, donc il l'associait comme un élément naturel. D'accord, ouais. Mhm. D'accord. Donc c'est vraiment mais qui mettent 15 ans à me le dire et à me dire c'était dans la nature. Bon, les trois autres qui ont vu passer la fameuse boule de 8 mètres, c'était l'époque où il y avait encore un bocage, il y avait plein d'animaux dans le bocage, il n'y avait jamais de panique animale. Et alors, il y a un truc, quand tu rentres avec une précision vraiment millimétrique hein, dans les triangles de la nuit, Oui. attends, je suis en train de me dire que ce serait même carrément intéressant de mettre tous nos dialogues sur YouTube. Enfin, bon. Bah, c'est toi qui décides, hein, Ou de faire un rendu écrit et puis de Oui. peut-être de développer tous nos dialogues sur YouTube parce que quand tu décris avec vraiment un très très grand luxe de détails dans les triangles de la nuit, la réaction de Xavier que tu peux nous rappeler quand il veut photographier. Oui, alors ça, c'est assez. C'est un problème qui est enfin, récurrent en ufologie, surtout à notre époque. On a beaucoup de gens qui nous disent, mais voilà, tout le monde maintenant a son appareil, son smartphone, son iPhone, etc. Et on n'a pas de photos probantes, on n'a pas de vidéos probantes. Alors on a quelques vidéos, on a reçu quelques vidéos, mais elles sont souvent de très très mauvaise qualité et ça ne correspond pas à ce que le témoin a vu. En fait, comme si l'appareil, la technologie de l'appareil ne réussissait pas à capter le phénomène, tu vois. Alors, on voit trois petits points noirs qui se déplacent dans le ciel, mais c'est tout. Bon, c'est pas suffisant. Alors, dans le cas de Xavier, ça pourrait être une explication. Xavier avait son appareil, donc son portable à côté de lui, sur le divan, et il a essayé de prendre son téléphone, il a essayé de trouver l'application téléphone, appareil photo. Il n'a jamais réussi à trouver l'application. Et au moment où il a essayé de le faire, il a eu un mal de tête épouvantable, épouvantable. Et je me souviens, il nous avait dit, j'ai jamais eu un mal de tête comme ça. Comme si le phénomène l'empêchait de prendre une photo ou de filmer ce qu'il était en train de voir. Et ça, c'est assez courant. Les témoins ne pensent pas à prendre leur téléphone, ou s'ils pensent à prendre leur téléphone, ils n'arrivent pas à utiliser leur téléphone. Ils sont bloqués, il se passe quelque chose, l'appareil ne marche pas, ils ne trouvent pas l'application, voilà, bon, ils s'embrouillent. Alors on peut mettre ça sur le compte de l'émotion. C'est-à-dire que bon, imagine, tu vois un ovni triangulaire qui passe au-dessus, tu es un petit peu paniqué, ça peut arriver. Mais je pense qu'il y a un phénomène qui vient de l'OVNI lui-même et il empêche le témoin d'avoir une preuve, je dirais, une quasi-preuve, soit photographique, soit sous forme de vidéo. Et ça, c'est très net dans le cas de Xavier. Xavier leur reproche au phénomène. Il m'a dit, mais quelque part, c'est très dur parce que tu vois quelque chose. Euh, Et puis tu es tout seul à le voir et tu ne peux pas apporter la preuve de ce que tu as vu. C'est extrêmement frustrant, très frustrant. Et la question, en fait, la, alors, ici, autre paysage, autre perspective, ils sont tout à fait. Non seulement il n'y a jamais, moi, tous les témoins que j'ai vus, et alors, il y en a qui ont photographié des choses, mais qui sont absolument hallucinantes. Surtout quand on détaille par rapport aux éphémérides, aux aliments des planètes, etc. Euh, Ils ont été, on va dire, attirés par le phénomène et ils ont, sans aucune difficulté, pu le photographier. Il n'y a jamais eu de censure en fait à ce niveau-là. Et Oui, le phénomène mental que tu me décris d'un mal de tête
qui confine en fait, enfin une Qui douleur empêche, intense, oui, intense, intense, oui. intense, vraiment intense. Bon, ce n'est jamais arrivé. Par contre, en matière de remote viewing, les espions qui cherchent à pénétrer en vision à distance à l'intérieur d'installations privées, par exemple secrètes, eux, ils font état douleurs, de douleurs physiques et voire même d'AVC. Ouais, bah, tu me l'as. C'est pas du tout. Et là, on est dans dans les phénomènes qu'on. Mais alors, j'en parle moi, mais il y a un article, un très bon article d'Eliane Carroll dans Nexus qui a réussi, je ne sais comment. Je ne connais pas du tout Eliane Carroll. C'est un homme ou une femme d'ailleurs? Je la connais pas, je connais pas ce. Il faudrait savoir qui c'est, presque. Ouais, ça doit Mais être. elle a réussi, je ne sais où, il ou elle a réussi, je ne sais comment, par quel miracle, à interviewer un espion-ci, et qui rapporte des phénomènes de douleur comme ça, mais dans un contexte bien particulier, qui est contexte militaire. Oui, tout à fait. Et dans le contexte brocéliandais, on va dire en général, euh, non seulement les témoins que j'ai ont une affinité quelque part culturelle avec ce phénomène, mais rien ne les empêche à aucun moment de les photographier. Ouais, d'accord. Et ça va même plus loin, parce qu'il y a toute une troupe d'illustrateurs ou de peintres ici à Brocéliande, et les gars, les filles, ils font des choses souvent très intéressantes, sont souvent, en fait, moi j'ai trouvé, inspirés par le phénomène OVNI ou les multidimensionnalités, ou les figures sortant d'autres figures, tu vois, un vase sortant d'un vase, ou des choses comme ça, dans des volutes ou des formes naturelles. Tu vois, il y a une D'accord, ouais. espèce de... On pourrait dire presque qu'il y a une école artistique brocéliandaise de ce point de vue-là. D'accord, magnifique. Et serait très intéressant à développer ce thème. Euh, du coup, question après, parce que alors là, c'était le summum du truc. Tu dis à un moment, tu rappelles Xavier, moi je l'ai vu Xavier, donc on a discuté pendant près de 2 heures. Et je l'ai filmé, mais la qualité n'est pas au rendez-vous, je pense. Certainement beaucoup moins que ce que vous avez dû faire. Et Xavier me dit, le message que j'ai, nous sommes en paix, nous venons en paix, nous reviendrons vous voir. Et je dis à Xavier, et qu'est-ce qui t'empêche de penser que c'est pas du pipeau? Oui, alors effectivement, ça peut être du pipeau, ouais. Après, il y a le ressenti du témoin. Je me souviens que Xavier nous a dit deux choses. Il nous a dit qu'il avait ressenti une grande paix intérieure. Attends, parce qu'il y a ma Ouais. femme qui montre quelque chose. Oui, oui, ok. À Enfin, quelle à heure la demi, sinon j'y vais, moi. Vas-y, Roby. Parce que je suis avec. Ouais, combien tu as de temps? Parce qu'il y a ma femme qui me On doit reçoit. partir à la demi. Est-ce que tu veux qu'on se rappelle? On peut. Alors attends, jusqu'à la nuit, parce Il est qu'il y a quelle heure là? c'est 16h. Il est 16h15. 15 minutes, 20 minutes, c'est bon? C'est. Une quinzaine de. Oh, 20. oui, oui, 15 minutes, je Oui, pense. voilà. Non, je voulais revenir simplement sur cet épisode de Xavier. Xavier nous a dit deux choses. D'une part, qu'il avait ressenti vraiment une espèce de bien-être, il se sentait très très bien. Et en même temps, il nous a dit, et ça m'a beaucoup frappé, et à chaque fois il le redisait, j'ai senti que l'OVNI dégageait une puissance psychique irrésistible. Irrésistible, c'est-à-dire que bon, c'était extrêmement puissant, quoi. On ne pouvait pas lutter contre cette puissance psychique. Alors, bon, est-ce que le message perçu par Xavier est du pipeau ou n'est pas du pipeau? Je n'ai pas la réponse. Ah oui, J'ai pas la réponse.
Je n'en sais strictement rien. On a enregistré les faits, on a enregistré le témoignage de Xavier. Il semblerait que Xavier n'ait pas été traumatisé par ce qu'il a vécu. Il a été impressionné. Bon, il nous a dit que c'était vraiment une expérience super, quoi. Et si c'est à refaire, il la referait. Donc, il n'a pas senti d'agression, de tromperie de la part du phénomène. Euh, cette voix, c'était une voix. Et je me souviens du terme. Alors, il m'a dit que c'était une voix divine, quelque chose de très puissant qui semblait venir de très haut, enfin de quelque chose de très fort, de très puissant. Voilà. Bon, après, est-ce que c'est une tromperie? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Alors c'est la question qu'on peut se poser à propos des triangles noirs. Bon, déjà, toute la symbolique attachée au triangle noir, c'est pas forcément une symbolique qui est très positive. Dans tous les cas sur lesquels j'ai enquêté, il n'y a jamais eu, bon déjà, il n'y a jamais eu de ce qu'on appelle des rencontres rapprochées du troisième type, c'est-à-dire d'ovnis triangulaires qui atterrissent au sol, avec des entités qui sortent des triangles, qui interagissent avec les témoins, qui les paralysent, comme on a eu beaucoup de cas en ce qui concerne les soucoupes et les disques, notamment le calval en sol. On n'a jamais enquêté sur ce type de cas. Il n'y a pas de RR3, à ma connaissance, impliquant... RR3, tu veux dire? RR3, rencontre rapprochée du troisième type, Ah oui, selon la classification d'accord. d'INEC, hein, c'est-à-dire un engin, des entités et des entités qui interfèrent avec le témoin. Le cas emblématique de RR3, c'est Valensole. Voilà, Valensole. Alors, moi, donc, j'ai lu ça avec beaucoup, évidemment, une passion, énormément d'intérêt, et j'ai rapporté ça à l'événement d'Aravilliers. Oui, On a des témoins qui arrivent à dessiner des êtres, on va dire, plus, qui ressembleraient plus à des dieux égyptiens, qu'à des dieux égyptiens, voilà, avec une tête effilée, etc. Et têtes d'aigle. au lieu d'avoir des genoux comme ça, ils ont des genoux comme ça, enfin, Ouais, type oiseau, on va dire. ouais, ouais. Euh, Là, en l'occurrence, l'enlèvement d'Aravilliers, c'était un disque, c'était pas un triangle, si je ne m'abuse. Non, tu as raison. Mais il y Oui, avait panique animale. oui, c'est vrai. C'est vrai. Alors, Aravilliers, c'est une affaire extrêmement intéressante et absolument passionnante. Ouais, ouais, c'est un cas. Alors, c'est un engin, oui, en forme de soucoupe. Les témoins ont surtout vu des phénomènes lumineux. Je ne sais pas si tu te Hmm. souviens, ils ont vu une soucoupe de taille très, très imposante, 30 mètres, 40 mètres, avec beaucoup de panneaux lumineux, puis des phénomènes lumineux qui descendaient de la soucoupe et puis qui s'étalaient sur les véhicules. Je ne sais pas si tu te souviens. Ouais. Et Oui, puis effectivement, il y a eu un enlèvement. Donc il y a un témoin qui est décédé actuellement, enfin qui est décédé, Monsieur D, qui a été oui, interviewé par Marie-Thérèse de Brosse d'ailleurs. Et d'accord. moi j'ai la vidéo, et ce témoin décrit son enlèvement à bord de l'OVNI. Et les créatures, parce qu'il était un petit peu, un peu endormi, il se réveille, il était sur une table, et puis il commence à regarder au sol, et puis il voit une créature avec trois espèces de pieds avec des griffes, tu vois, avec trois doigts. Et puis il lève les yeux et puis il voit en fait la tête, c'était une tête d'aigle. Il me dit une tête d'aigle, aigle royal, quoi, tu vois, Hmm. chose Avec des plumes absolument, en arrière. ouais, absolument impressionnante. Ouais. Ça, c'est à l'envie, oui. J'ai écrit un long article, les PDF, il y a deux PDF, et je dois avoir la vidéo de l'interview de Marie-Thérèse de Brosse. Jacques Vallée a enquêté. Est-ce que tu pourrais... Et est-ce- surtout Ouais. Gérard Deforge. Tu connais Gérard Oui, Deforge? oui, j'en ai entendu parler, oui, oui. Voilà, c'est un des principaux enquêteurs de cette affaire. Est-ce que toi, tu pourrais m'envoyer la vidéo que tu as prise de ton côté de notre Ah non, mais échange c'est pas moi. Ah oui, d'accord. sur Skype? Ouais, Et moi, je vais voir si je peux pas faire une sorte de petit montage et le mettre sur YouTube ou un truc comme ça, parce d'accord, on a dit des choses qui sont vraiment très intéressantes, je trouve. d'accord. Ok. Et puis, je ferai un article un peu comme j'ai fait pour Franck,
sur mon blog de Mediapart. Avec plaisir, Pierre-Gilles. Et puis, il faudrait Voilà. qu'on reparle aussi, je pense qu'il faut qu'on reparle de notre projet de constituer un groupe pour essayer d'établir un contact. Enfin bon, ça, on pourra en reparler hors caméra si tu veux. Oh, mais on Mais peut en voilà, parler aussi en caméra, ça peut être intéressant, d'accord. la manière dont on monte la méthodologie. Oui, ça serait Euh, très intéressant. Parce que ça, je pense que ça fait partie, ça fait partie de l'événement quelque part. Tout à fait. Moi, je pense que c'est la prochaine étape de la recherche ufologique. Jusqu'à présent, bon, on n'a fait que constater l'existence du phénomène. Maintenant, on sait que le phénomène existe. Il y a des contacts psychiques entre les ovnis et les témoins. Il y a des enlèvements. La prochaine étape, à mon avis, c'est le contact. C'est le contact. Voilà. Alors, Oui, voilà. je sais que les militaires ont déjà essayé de le faire, mais je pense que il faudrait une initiative privée, civile, en dehors de tout contexte militaire ou de l'espionnage. Et je pense que ça pourrait marcher. Alors moi, évidemment, sans pouvoir donner la preuve, je pense que les militaires l'ont eu le contact. Et par contre, je pense que ça s'est pas bien passé. D'accord. Mais ce qui me semble sortir de notre conversation, c'est l'existence de deux composantes ovniesques, on va dire, celle plutôt liée au triangle, voire à l'objet qui a réalisé l'enlèvement sur Aravilliers. Peut-être avec des bémols, mais en matière de perception à distance, on a souvent des images qui peuvent ne pas correspondre. On peut avoir des images de l'intérieur de l'appareil, mais qui peuvent ne pas correspondre à l'intérieur de cet appareil-là. Et on peut avoir des images totalement en fait induites, des archétypes qui viennent à la fois de la personne qui se projette vers un de ces appareils et qui peuvent lui être donnés, si tu veux, comme étant un brouillage en fait dans la réalité. D'accord. Comme un avion poursuivi par un missile envoie des leurres pour détourner en fait le missile. Euh, mais de tout cela, oui, en effet, on pourra en reparler. Ce serait Il faut qu'on intéressant d'en reparler. je pense qu'il faut qu'on en reparle. Bon, moi, j'ai un ami qui s'appelle Fabrice Bonvin et il est en train de travailler à mettre au point un protocole pour faire ce qu'on appelle une RR5 sur le modèle du protocole de Stephen Greer que tu dois connaître qui s'appelle CE5 et Alors non, qu'il a testé dans le désert du Nevada et ouais. avec des résultats. Il y a un monsieur qui s'appelle Mark Auburn qui a participé à ce protocole et qui a enregistré des résultats aussi. Donc voilà, c'est un protocole qui fonctionne apparemment, avec des résultats assez spectaculaires. Par contre, il y a une préparation, et puis il faut que les gens qui participent au protocole soient sélectionnés. Donc tu vois, en Ouais, amont, il y a quand même un gros ouais, travail tout de à fait. préparation. Alors je sais que Fabrice travaille là-dessus, il n'est pas tout à fait au point. Moi, je suis très intéressé par ça. Et on va essayer de le tester, ce protocole. Moi, je sais Donc, que les contacts en fait, qu'on a eus étaient très, très dans l'intuitif. Et bon, moi, je n'ai eu connaissance en fait des protocoles que quand j'ai commencé à étudier le sujet à l'IRIS avec monsieur comment il s'appelle déjà Campion non Champion Alexis Champion, c'est ça? Euh, Alexis Champion, ouais. oui, Alexis Champion. Il travaille pour Et l'INRS. alors oui, qui travaille en fait, qui est très proche de l'INRES. Et nous, on avait eu la chance d'être formés en mars 2011 par des espions qui débarquaient de Stargate. C'est-à-dire l'expérience qu'avait de perception à distance qu'avait lancé l'armée américaine en associant notamment l'université de Stanford.
Ouais, ouais, bien qui sûr. continue en fait, à travailler sur le sujet, sachant qu'aujourd'hui, il y a tout un écosystème industriel qui s'est mis en place sur ce sujet-là même. Ouais, Au point même que récemment sur Arte, ils auraient mis en fait un appareil qui permet de décrypter des phrases pensées mais non dites, ouais, avec une certaine ouais. précision. C'est absolument incroyable la vitesse à laquelle ça À va. laquelle ça évolue, ouais, cette Ouais, technologie ouais, évolue, ouais, ouais, tout à ouais, fait. Ouais, ouais. ouais. Alors quand tu rajoutes là-dedans des télépathes et que Mm. tu mets le tout dans un checker, c'est ça qui peut donner des résultats, quoi.